Ma vie pro et moi, le podcast qui permet d'y voir plus clair dans sa vie pro. Il y a des reconversions qu'on choisit parce qu'on a envie de changement, parce qu'on ne se retrouve plus vraiment dans son métier ou simplement parce qu'on a envie d'ouvrir une nouvelle page. Et puis il y en a d'autres qu'on ne choisit pas vraiment. Celles qui arrivent pour des raisons de santé et qui viennent remettre en question la possibilité de continuer à travailler comme avant. Parfois, ça s'installe progressivement. On peut avoir des douleurs qui reviennent, des arrêts de travail, une reprise qui devient de plus en plus compliquée, des gestes qu'on ne peut plus faire comme avant, une fatigue qui prend de plus en plus de place, ou simplement le sentiment que travailler comme on le faisait jusqu'à présent, ça va pas pouvoir durer indéfiniment. Et parfois, au contraire, tout arrive brutalement, d'un coup. Un accident, une maladie, une dégradation importante de l'état de santé. Quelque chose qui fait qu'on comprend assez vite que probablement, on ne va pas pouvoir reprendre le même poste et parfois même pas le même métier. Dans ces moments-là, on ne se dit pas forcément « Tiens, je vais réfléchir tranquillement à ma prochaine étape professionnelle ». La plupart du temps, on essaye déjà de faire face à la situation. On pense aux soins, aux rendez-vous, aux démarches, à la reprise éventuelle, aux conséquences financières, à l'employeur et puis à ce qu'on va devenir. Et au milieu de tout ça, il y a souvent une question qui finit quand même par arriver. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ? Et c'est justement de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pas pour vous expliquer dans le détail toute la procédure liée à l'inaptitude, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et que c'est pas l'objectif de cet épisode. J'ai plutôt envie de parler de la suite, de ce qui peut se construire quand la santé vient redistribuer les cartes, même si on n'a rien demandé, même si on n'a pas pu anticiper, et même si pour l'instant, on ne voit pas du tout comment on va pouvoir avancer. Quand on parle d'inaptitude ou de risque d'inaptitude, on peut avoir tendance à imaginer une situation assez précise. Une personne en arrêt depuis longtemps, qui sait depuis plusieurs mois qu'elle ne pourra probablement pas reprendre son poste et qui commence à réfléchir à une reconversion. Mais en réalité, les situations sont beaucoup plus diverses. Il y a les personnes qui commencent à sentir que leur travail devient difficilement compatible avec leur état de santé. Il y a celles qui ont des proches, des collègues, des amis, de la famille, des professionnels de santé qui ont déjà un peu alerté et qui ont soumis l'idée qu'il faudrait peut-être commencer à envisager la suite différemment. Il y a celles qui savent très bien au fond d'elles-mêmes qu'il y a un problème, mais qui préfèrent ne pas trop regarder le sujet pour le moment, parce qu'en fait, le simple fait d'y penser, ça peut leur donner l'impression que tout va s'accélérer d'un coup. Et puis, il y a les personnes pour lesquelles l'inaptitude est déjà prononcée, ou pour lesquelles la rupture du contrat a déjà eu lieu. Parfois, elles n'ont absolument pas pu anticiper. Les choses ont été trop rapides, trop brutales, ou simplement trop lourdes à gérer au même moment. Et c'est important de se dire que ne pas avoir anticipé, ça ne veut pas dire qu'il est trop tard. Vous n'avez pas raté une fenêtre qui serait définitivement fermée, évidemment. Même si la situation est déjà actée, même si vous avez déjà quitté votre entreprise, même si vous avez le sentiment que tout s'est décidé sans vous, il reste encore une suite à construire. Et cette suite, elle ne commencera peut-être pas au moment idéal, parce qu'en fait, il n'y a pas toujours de moment idéal. Mais elle peut commencer au moment où vous êtes en capacité de vous y intéresser et d'y mettre l'énergie nécessaire. On parle souvent d'anticipation, et c'est vrai que dans beaucoup de situations, commencer à réfléchir avant que tout s'accélère peut vraiment être utile. Mais je pense qu'il est important de nuancer. Parce qu'anticiper, ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer immédiatement dans un bilan de compétences dès qu'un problème de santé apparaît. Parfois, la priorité, elle est clairement ailleurs. Il faut dans un premier temps prendre le temps de se soigner, de récupérer, de faire face à la situation, d'obtenir un diagnostic, de suivre un traitement, de faire de la rééducation, d'apprendre à vivre avec une nouvelle situation ou simplement de retrouver un petit peu d'énergie. Dans certaines périodes,
Demander à une personne de revenir sur son parcours professionnel, de parler d'elle, de faire des recherches, de rencontrer des professionnels, de se projeter vers un nouveau métier, c'est beaucoup trop. Ça viendrait ajouter une charge à une situation qui en contient déjà suffisamment. Et puis, à d'autres moments, commencer à réfléchir à l'après, au contraire, ça peut faire du bien. Ça peut même permettre de sortir un petit peu de l'attente, redonner une forme de prise de contrôle sur la situation. Et ça peut permettre de se dire, bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je commence à regarder. Je commence à faire face à la situation. Je commence à voir qu'il existe peut-être d'autres possibilités. Et peut-être plusieurs. Il n'y a donc pas de règle identique pour tout le monde. Le bon moment, ce n'est pas forcément le moment où tout est complètement réglé sur le plan médical ou administratif. Mais ce n'est pas non plus le moment où vous êtes encore complètement submergé, incapable de vous mobiliser sur autre chose. En fait, c'est un équilibre qui est très personnel. Et dans l'idée, la bonne question, c'est peut-être pas de savoir s'il faut vraiment anticiper. L'idée, c'est plutôt de savoir, à un moment donné, est-ce qu'on se sent en capacité de commencer à penser à la suite, même progressivement. Dans une situation de santé qui remet le travail en question, beaucoup de choses peuvent venir se superposer. Il y a bien sûr la santé en elle-même, et ça, c'est la priorité. Mais il y a aussi les rendez-vous, les courriers, les échanges avec l'employeur, la médecine du travail, les ressources humaines, parfois le CSE, les démarches auprès de différents organismes, les délais, les décisions à prendre. Même quand la procédure est correctement expliquée, ça peut être difficile à suivre. Et quand on est fatigué, qu'on est inquiet, parfois qu'on est dans la douleur ou tout simplement un peu sous le choc, chaque démarche peut prendre beaucoup plus de place que d'habitude. C'est aussi pour ça que la réflexion sur la suite professionnelle, elle arrive parfois un peu tard. C'est pas parce que la personne n'a pas voulu s'en occuper. C'est plutôt parce que pendant un temps, elle n'avait peut-être pas l'espace mental pour le faire. Donc oui, quand c'est possible, prendre un peu d'avance pour éviter d'avoir à commencer cette réflexion au moment où tout s'accélère, c'est bien mieux. Mais si ce n'a pas été possible, il ne faut pas culpabiliser pour autant. On part simplement de l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Quand une personne me dit qu'elle doit ou qu'elle risque de devoir changer de métier pour des raisons de santé, je vais bien sûr lui demander si elle a déjà réfléchi à la suite, si elle a des idées, des envies, ou peut-être quelques pistes, même très vagues. Certaines personnes arrivent avec déjà un début de projet, d'autres avec de vagues idées un peu floues. Pour beaucoup, elles savent surtout ce qu'elles ne peuvent plus faire, sans avoir encore vraiment une idée de ce qu'elles pourraient faire à la place. Et c'est complètement normal. La personne sait parfois que tel geste est devenu trop douloureux, que tel rythme n'est plus tenable, que le port de charge n'est plus possible, que les horaires sont devenus incompatibles avec son état, ou encore que la pression ou l'environnement ont un impact trop important. Mais savoir ce qu'on ne peut plus faire, ça ne donne pas automatiquement la réponse à la question « mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la place ?» Alors le premier travail, il consiste à clarifier ce qui est réellement remis en question. Est-ce que c'est le poste occupé aujourd'hui ou une partie des missions, le rythme de travail, les horaires, les trajets, le port de charge, les gestes répétitifs, la station debout, le bruit, la pression, la charge mentale, l'environnement? Est-ce que le métier pourrait encore être exercé dans un autre cadre avec une organisation différente? Ou est-ce qu'on arrive à un moment où une autre orientation doit être sérieusement envisagée? Alors ces questions, elles ne servent pas à minimiser la situation. Elles servent surtout à comprendre précisément de quelle réalité on part. Parce qu'entre reprendre exactement le même poste dans les mêmes conditions et changer complètement de métier, il existe de nombreuses possibilités.
Selon les situations, le changement peut concerner beaucoup de choses différentes. Il peut s'agir d'un aménagement de poste, d'une modification de certaines missions, d'un autre rythme, d'un autre service, d'un reclassement dans l'entreprise, d'un emploi similaire mais dans un autre environnement, d'un changement de secteur ou parfois effectivement d'un changement complet de métier. Évidemment, toutes les options ne sont pas possibles dans toutes les situations. Certaines solutions n'existent pas dans l'entreprise, certaines restent incompatibles avec les restrictions de santé, certaines paraissent intéressantes sur le papier, mais ne sont pas réalistes dans la situation de la personne. Et l'objectif, c'est pas d'entretenir de faux espoirs. Mais il ne faut pas non plus fermer toutes les portes un peu trop vite. Au début, on a souvent tendance à raisonner de manière très tranchée. Soit je reprends mon ancien poste, soit je repars de zéro. En réalité, la suite est souvent beaucoup plus nuancée. Le changement peut porter sur le poste, sur l'environnement, sur les conditions de travail, sur le secteur, le statut, le niveau de responsabilité ou sur le métier lui-même. Et c'est justement ce travail de clarification qui permet de voir plus précisément jusqu'où le changement doit aller. Une phrase revient très souvent dans ce type de situation. « Je ne sais rien faire d'autre ». Parfois, elle est accompagnée de « mais je n'ai pas de diplôme, j'ai toujours travaillé dans le même domaine. Mais vous vous rendez pas compte, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier. Mais comment vous feriez à ma place? J'ai 45, 50, 55 ans. Qui va vouloir de moi maintenant ?» Alors je les comprends, ces questions, elles sont légitimes. Quand on a exercé le même métier pendant 10, 15, 20 ans, on peut finir par confondre son métier avec tout ce qu'on sait faire. On réduit son expérience à un intitulé de poste, à quelques gestes techniques ou aux tâches qui figuraient sur une fiche de poste. Alors qu'en réalité, une expérience professionnelle, avec toutes les situations rencontrées, les compétences, les connaissances, les aptitudes développées, et l'ensemble du parcours professionnel contiennent beaucoup plus de choses. Vous avez peut-être appris à organiser une activité, à gérer des priorités, à accueillir des clients, du public, à résoudre des problèmes, à travailler dans l'urgence, coordonner une équipe, former de nouveaux collègues, à gérer des situations difficiles, à respecter des procédures, à connaître un secteur, un environnement ou une réglementation particulière, par exemple. Vous avez aussi peut-être développé des qualités d'adaptation, de communication, de rigueur, d'observation ou de gestion des imprévus. Le problème, c'est que quand on fait ces choses depuis longtemps, on ne les voit plus forcément. Elles nous paraissent normales. On peut se dire, mais tout le monde sait faire ça. Alors que non, pas forcément. Il y a aussi un autre raccourci que je constate souvent, c'est quand une personne ne peut plus exercer un métier physique ou porter des charges et qu'elle se dit « il va falloir que je trouve un travail de bureau » ou alors qu'on lui a conseillé de trouver un travail de bureau. Ça peut effectivement être une possibilité, mais un travail de bureau, ça veut dire quoi exactement ? Parce qu'entre la gestion administrative, l'accueil, la planification, la comptabilité, les ressources humaines, le domaine commercial, la logistique, la coordination ou le support client, il existe énormément de métiers et de fonctions différentes. Et tous les emplois dits de bureau ne sont pas automatiquement compatibles avec toutes les situations de santé. Certains demandent de rester assis très longtemps, d'autres comportent une forte charge mentale. Pour d'autres, ils impliquent une pression importante, beaucoup de sollicitations, un rythme soutenu ou une utilisation intensive des outils numériques. Donc l'objectif, c'est pas simplement de trouver un métier qui semble moins physique. Il faut aussi être attentif à regarder le métier réel, ses conditions d'exercice, ses contraintes, son environnement, et vérifier s'il peut véritablement convenir à la personne. Quand un poste devient incompatible avec l'état de santé, tout le parcours ne disparaît pas avec lui. Il y a des compétences qui pourront être réutilisées presque directement. Et il y en a d'autres qui devront être adaptées ou complétées. Et pour certaines, elles ne pourront plus être mobilisées du tout ou plus dans les mêmes conditions. L'idée, ce n'est donc pas de se dire que tout est transférable et que l'expérience suffira forcément pour aller vers n'importe quel métier. Ce serait mentir. Mais il faut éviter de penser à l'autre extrême.
Tout n'est pas perdu, loin de là. Et le travail réalisé en bilan consiste justement à faire un inventaire sérieux. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre métier? Qu'est-ce que vous savez faire mieux que les autres? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez absolument éviter? Qu'est-ce que vous souhaitez conserver dans votre vie professionnelle? Le contact avec un public, la dimension technique, le travail en équipe, l'autonomie, la transmission, le fait d'organiser, le fait de résoudre des problèmes peut-être, ou une connaissance particulière d'un secteur. C'est souvent à ce moment-là qu'il y a une porte qui commence à s'ouvrir. Alors c'est pas forcément un projet complet avec un métier précis, mais à ce stade, on peut commencer à avoir un premier petit morceau de ciel bleu. La personne commence à se dire, tiens, mon ancien poste n'est peut-être plus accessible, mais mon expérience, elle ne disparaît pas pour autant. Et je vais pouvoir me projeter dans une nouvelle page professionnelle. Dans une situation d'inaptitude ou de risque d'inaptitude, le bilan de compétences n'est pas obligatoire, mais il est très souvent recommandé. Il peut être particulièrement utile quand on doit envisager une suite, sans savoir vers où aller ou quand on a besoin de vérifier qu'un projet est réellement adapté. Il peut permettre de reprendre l'ensemble du parcours, de faire le point sur les compétences, les connaissances, les aptitudes, les intérêts, les motivations, mieux comprendre ce qu'on veut préserver, comprendre ce qu'on ne veut plus revivre et ce qui reste compatible avec la santé. Il permet aussi d'explorer plusieurs pistes, de les comparer, de les confronter à la réalité, parce que choisir un métier uniquement parce qu'il semble compatible sur le papier, ça peut être un peu risqué. On peut se lancer dans une formation, investir du temps et de l'énergie, puis découvrir que le quotidien du métier ne correspond pas du tout à ce qu'on imaginait et que lui aussi contient des contraintes qui sont importantes. Le temps du bilan permet donc de ralentir juste suffisamment pour prendre le temps de vérifier tout ça, sans pour autant rester bloqué dans la réflexion. Certaines personnes commencent sans aucune idée, d'autres ont une piste vague, d'autres ont un projet précis, ont surtout besoin de savoir s'il est réaliste, réalisable et compatible avec leur situation. Dans tous les cas, l'objectif n'est pas de sortir avec un métier miracle d'un chapeau. L'objectif, c'est de construire une suite qui soit réaliste, réalisable, avec un projet qui soit solide. Une inquiétude qui revient souvent, c'est la durée du bilan de compétences. Parce que rentrer dans une démarche de bilan, on peut se dire que ça va demander beaucoup de temps. Je pense qu'il est important de préciser justement cette notion de durée et de contenu. Certaines personnes pensent qu'un bilan va se faire en 2 jours, avec quelques questionnaires et une liste de métiers à la fin. Et si on s'imagine les choses comme ça, forcément, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'anticiper et qu'on aura bien le temps de le faire, même si c'est un petit peu au dernier moment. Mais dans un bilan de compétences, ce n'est pas simplement un inventaire de ce que vous savez faire. Il y a un vrai travail de retour sur le parcours, d'analyse de vos expériences. Parfois, il faut remettre un petit peu d'ordre dans plusieurs années d'expérience, identifier ce qui a été appris, ce qui a été développé, ce qui est maîtrisé, ce qui peut être transféré, ce qui ne pourra peut-être plus être mobilisé de la même manière. Il faut faire le point sur ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie d'apprendre, sur vos aptitudes. Il faut également explorer des pistes, faire des recherches, vérifier des hypothèses, rencontrer éventuellement des professionnels, regarder les formations, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui peut me correspondre et me permettre d'accéder à mon projet, et bien évidemment regarder le marché de l'emploi. Parce que ça, c'est la réalité. Est-ce que demain, je vais pouvoir réussir à trouver un poste dans ce métier-là? Ou alors la réalité économique aussi et la faisabilité du projet, si on est sur un projet de création d'activité. Et derrière, construire un plan d'action pour savoir comment avancer concrètement. Tout ça, ça demande du temps. Pas forcément des mois et des mois, mais suffisamment de temps pour ne pas choisir une orientation importante sur une impression ou sur une idée encore trop vague. Le bilan de compétences représente au maximum 24 heures de prestation au total. C'est une durée maximale, elle est fixée par la réglementation. Par contre, ces heures peuvent très bien être réparties sur une période plus ou moins longue,
de quelques semaines à quelques mois, selon la situation, selon le niveau de réflexion déjà engagé, la complexité du projet, les recherches à mener et les échéances de la personne. Quelqu'un qui dispose déjà d'un projet assez construit, qui doit surtout vérifier, n'aura pas nécessairement besoin du même rythme qu'une personne qui n'a encore aucune idée et qui doit reprendre l'ensemble de son parcours. Et quand une personne doit rapidement concrétiser un projet de retour à l'emploi, une formation, le rythme de l'accompagnement doit aussi tenir compte de cette réalité. L'idée, c'est donc d'avancer suffisamment vite quand c'est nécessaire, sans bâcler le travail de fond qui permettra justement de sécuriser la suite. Avant de démarrer un bilan de compétences, il y a un rendez-vous préalable. C'est obligatoire, mais c'est surtout important. Ce rendez-vous, c'est la première rencontre entre la personne qui vient faire le bilan et le consultant. Vous allez pouvoir à ce moment-là parler de votre situation, expliquer votre parcours et ce qui vous amène aujourd'hui à devoir repenser votre vie professionnelle, faire part de vos questions, mais de vos inquiétudes, peut-être de vos difficultés ou de vos envies. Et ça permettra aux professionnels de prendre conscience de votre situation et de vous proposer l'accompagnement le plus adapté. Parce qu'un bilan de compétences, c'est pas complètement standard, ça doit s'adapter aussi à votre réalité. Un bilan de compétences, c'est pas que quelques questionnaires à remplir. Le consultant pourra vous présenter la démarche du bilan, mais surtout sa démarche, sa manière de travailler. Il va aussi vous expliquer clairement ce que ça va vous demander. Parce que partir dans une démarche de bilan de compétences, c'est important, ça permet d'avancer, mais ça n'avance pas seul. C'est forcément quelque chose d'impliquant. Il va vous falloir revenir sur votre parcours, parler de certaines expériences, parfois revenir sur des situations professionnelles, même celles qui ont été difficiles, faire des recherches, explorer des métiers, prendre du recul, avoir une certaine réflexion aussi sur les expériences passées, rencontrer éventuellement des professionnels et petit à petit commencer à se projeter. Et pour certaines personnes, ce travail arrive un peu trop tôt. Elles n'ont pas encore la disponibilité mentale nécessaire, ou alors leur santé ne leur permet pas réellement. Pour d'autres, au contraire, commencer cette démarche, ça leur permet de se remobiliser sur quelque chose de constructif. Ça peut apporter un nouveau souffle, ça peut permettre d'être dans l'action, de découvrir des possibilités et de plus seulement attendre et subir les décisions des autres. Le rôle du rendez-vous préalable, c'est donc pas de décider à votre place si vous êtes prêt ou non, mais c'est plutôt de vous permettre de prendre suffisamment de recul pour comprendre ce que la démarche implique et pour voir si c'est le bon moment pour vous. Dans un bilan de compétences, on ne s'arrête pas à une liste d'idées de métiers. On va essayer de comprendre ce que ces métiers représentent vraiment. Quel est leur quotidien, dans quel environnement ils sont exercés, avec quels horaires, quelles sont les contraintes physiques, cognitives, psychologiques, quelles compétences sont demandées, est-ce qu'il existe des offres sur votre territoire, bien évidemment, là où vous recherchez, est-ce qu'il faut suivre une formation, quelle formation, de quel niveau, avec quel financement, sur quelle durée, est-ce que c'est un métier principalement exercé en tant que salarié ou plutôt à son compte, et surtout, est-ce que ce projet est compatible avec votre situation de santé? Les enquêtes métiers, les échanges avec des professionnels, les immersions, les mises en situation, quand elles sont possibles, apportent souvent des informations beaucoup plus concrètes qu'une simple fiche métier. Et donc, il peut y avoir une formation nécessaire, mais la formation, c'est toujours un moyen d'accès à son projet. C'est jamais une fin. Elle ne doit pas être choisie uniquement parce qu'il faut faire quelque chose. La validation des acquis de l'expérience peut aussi être une solution pertinente quand une personne possède déjà une expérience solide qui correspond en tout ou partie à une certification. Là encore, l'idée est de regarder ce qui existe déjà avant de considérer que tout doit être recommencé. Une question revient souvent.
Est-ce qu'il est possible de commencer un bilan de compétences pendant un arrêt de travail? Alors, dans certaines situations, oui, la plupart du temps. Mais il y a quand même des conditions et des démarches à respecter. C'est donc important de se renseigner auprès des interlocuteurs concernés avant de démarrer. Mais sur le principe, un arrêt de travail peut souvent être un moment où cette réflexion devient possible. Pas parce qu'il faudrait profiter de l'arrêt pour remplir son emploi du temps, mais parce qu'à un certain stade, la personne peut ressentir le besoin de commencer à penser à l'après. Encore une fois, tout dépend du moment, de l'état de santé et de la disponibilité mentale. Parfois, il y a des inquiétudes concernant la confidentialité de la démarche de bilan de compétences. Alors, le contenu d'un bilan de compétences, ce qui va se passer durant les rendez-vous, les documents, des résultats de questionnaires ou de tests, tout ça reste complètement confidentiel. Si l'employeur finance tout ou partie du bilan, ou si celui-ci est réalisé sur le temps de travail, l'employeur est nécessairement au courant de votre démarche. En revanche, le contenu du bilan de compétences ne lui est absolument pas accessible. Tout ce qui est évoqué ou travaillé pendant le bilan n'est absolument pas transmis à l'employeur. Le bénéficiaire reste donc le seul destinataire des résultats détaillés du bilan et du document de synthèse. Et ce document de synthèse, il a une place particulière dans le cadre d'une reconversion. C'est pas un document qui reprend tout ce qui a été dit pendant les séances. C'est pas un compte-rendu intime de votre histoire, ni une restitution de tous les éléments personnels que vous avez pu évoquer. Il présente le ou les projets retenus, les éléments qui les rendent compréhensibles, cohérents, les compétences identifiées, les recherches réalisées, les besoins éventuels de formation, le plan d'action à mettre en œuvre. Il doit être rédigé avec suffisamment de précision pour être utile, mais sans intégrer d'informations personnelles qui n'ont pas vocation à être communiquées. Parce que ce document, il peut vous servir. Il peut vous permettre d'expliquer la cohérence d'un projet à un conseiller, à un organisme, à un financeur. Il peut appuyer une demande de prise en charge de formation, si nécessaire, en montrant que le projet, il n'a pas été choisi par hasard, il a été travaillé, réfléchi, exploré, vérifié et inscrit dans un plan d'action qui est réaliste. La confidentialité ne signifie donc pas que le document doit rester enfermé dans un tiroir. Il vous appartient et c'est vous qui décidez si vous souhaitez le transmettre à qui et dans quel objectif. Une reconversion liée à la santé, ça ne se résume pas au choix d'un nouveau métier. Il faut tenir compte des possibilités en lien avec la santé de la personne, tenir compte de son parcours, des compétences, des contraintes personnelles, du marché de l'emploi, d'un éventuel besoin de formation, du calendrier administratif et parfois de la réalité financière. Et le projet peut se construire progressivement. Une première piste peut sembler intéressante, puis être écartée après une enquête métier, une autre peut paraître moins évidente au départ, mais devenir beaucoup plus cohérente quand on regarde de plus près. Et le projet final, il n'est pas forcément spectaculaire, il n'a pas besoin de l'être. Il doit être satisfaisant, il doit vous correspondre et correspondre à vos attentes. Il doit surtout être suffisamment solide pour pouvoir être mis en œuvre et suffisamment compatible avec la situation de la personne pour qu'elle puisse s'y projeter dans la durée. Pour résumer, quand la santé vient bouleverser la vie professionnelle, on ne choisit pas toujours le moment où la réflexion commence. Parfois, on aurait aimé pouvoir anticiper et ça n'a pas été possible. Parfois, on voit les choses arriver, mais on n'est pas encore prêt à les regarder en face. Parfois, l'inaptitude est déjà prononcée, on a l'impression que tout s'est refermé d'un seul coup. Dans toutes ces situations, il n'y a pas une seule bonne manière de réagir, ni un calendrier identique pour tout le monde. Il faut parfois laisser le temps à la santé, au choc et aux démarches de prendre leur place. Et puis, quand on sent qu'on peut commencer à regarder la suite, même progressivement, quelque chose peut commencer à se mettre en mouvement. On découvre que son parcours professionnel contient plus de ressources qu'on ne le pensait. On prend conscience qu'il y a d'autres chemins à prendre et qu'on n'est pas obligé de repartir de zéro. On peut commencer à explorer, à vérifier,
à construire autre chose. Alors, je vais pas dire que tout devient simple, ce serait mentir. Je vais pas non plus vous promettre que le premier projet envisagé sera le bon. Mais il y a très souvent un après. Et cet après peut contenir des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, des compétences que vous n'aviez jamais vraiment identifiées, des possibilités que vous n'aviez pas en tête, et parfois même une nouvelle façon d'envisager votre vie professionnelle. Vous n'avez peut-être pas choisi que le changement se fasse à ce moment-là, mais petit à petit, vous pouvez reprendre votre place dans la manière dont la suite va se construire. J'espère que cet épisode vous a permis d'y voir plus clair dans votre vie pro. Et n'oubliez pas, il existe 1001 façons de faire bouger sa vie professionnelle et parfois, c'est plus facile quand on est accompagné. Si ça vous parle et que vous voulez aller plus loin, retrouvez les liens utiles en descriptif de cet épisode. À très vite pour un nouvel épisode de Ma vie pro et moi.